Chers passionnés du Mans, bonjour. Aujourd'hui vous allez être mon passager car j'ai filmé pour vous l'intégralité de la partie routière du circuit des 24 heures du Mans. J'ai bien dit la partie routière, car il y a une certaine portion du circuit qui ne servent que pour les 24 heures du Mans, comme les virages Porsche ou la partie après la descente du Dunlop. Et il y a aussi le petit circuit Bugatti qui lui est utilisé toute l'année par la moto ou des roulages divers. A votre droite, vous avez le mur qui protège le circuit, qui est décoré et qui vous plonge tout de suite dans l'ambiance. A votre gauche, le célèbre bistrot du Tertre Rouge. Et là, on attaque les 6 km des Hunaudières. Cette ligne droite a fait la légende du Mans, raconte Henri Pescarolo. Indianapolis et Le Mans étaient les seuls circuits au monde où les voitures flirtaient avec les 400 km/h. Ça faisait rêver le public. Pour moi, l'ajout des chicanes fut une grande déception, car elles n'apportent rien au pilotage ni à la sécurité, sauf en cas de crevaison lente. Le record de vitesse atteint dans les Hunaudières est détenu par la WN de Roger Dorchy, qui, en 1988, a atteint les 405 km/h en course. La Sauber Mercedes C9 atteignait en 1989 la vitesse de 400 km/h en essai, mais n'allait pas plus haut en course pour préserver la mécanique. En 1987, l'Automobile Club de l'Ouest entame une vraie révolution pour sa ligne droite des Hunaudières. Un troisième rang de glissière de sécurité est installé afin de sécuriser encore plus les voitures en cas de sortie de piste. Il semble loin le temps où les accotements étaient creusés. En 1988, un resurfaçage total de la ligne droite est lancé. La ligne droite des Hunaudières devient un véritable billard, permettant d'atteindre des vitesses folles en sécurité ou presque. À 100 mètres à la seconde, voire plus, le décor défile vite et le moindre changement de direction est démultiplié. Les aspérités de la route, tout comme le relief assez important, sont un challenge. Juste à votre gauche se trouve l'Auberge des Hunaudières, un célèbre restaurant gastronomique où de nombreux pilotes y sont venus manger. La Fédération internationale du sport automobile imposa pour la tenue des 24 heures du Mans 1990 la création de 2 chicanes. Une requête au nom de la sécurité, la ligne droite étant devenue la cible du législateur, un certain Jean-Marie Balestre. Des drames, il y en a eu dans les Hunaudières, mais peu. Avec le nombre de concurrents, la diversité des machines et le changement des conditions météorologiques, on compte moins d'une dizaine de pilotes morts dans cette section de 1925 à 1990. Le dernier étant Joe Gartner en 1986. Danger du trafic, impossibilité de faire face à un éclatement de pneumatique ou à un incident mécanique, la haute vitesse a emporté des vies. Mais les Hunaudières ne sont pas à tenir comme seuls et uniques responsables. La vraie raison du raccourcissement de la ligne droite, ou plutôt de son hachage, est politique. La FISA exigea de la CO une rémunération importante pour que Le Mans soit intégré au calendrier des épreuves d'endurance. L'idée était de faire de l'endurance une discipline avec une gestion proche de la Formule 1, avec ses droits télévisuels et ses redevances. C'est mal connaître le caractère indépendant sartois. La CO ne cède pas face à cette demande incongrue. Alors, la FISA réplique et pond une nouvelle règle. À l'unanimité, il a été décidé de ne pas donner ou renouveler l'homologation de tout circuit comprenant une ligne droite supérieure à 2 km. La FISA rend alors Le Mans obsolète, à moins de voir son dessin coupé. Depuis 1990, le grand circuit des 24 heures du Mans est rythmé au niveau de son ancienne ligne droite par 2 chicanes, baptisées initialement chicane Nissan pour la première et carte S pour la seconde. Elles ont adopté au fil du temps des noms différents pour mettre en avant des partenaires. Elles sont aujourd'hui indissociables de la magie du Mans, elles qui étaient pourtant si décriées il y a de cela 30 ans. Aujourd'hui encore, on se souvient de l'ancien tracé. Les pilotes, comme les spectateurs, ont de la nostalgie à l'évocation des vraies Hunaudières. Filant à plus de 360 km/h sur sa Porsche en 1970 et en 1971, Gérard Larousse se souvient des Hunaudières. Il a confié ce souvenir au site officiel des 24 heures du Mans. Un récit qui, à sa lecture, nous donne l'impression d'être à bord à ses côtés. À la sortie du virage du Tertre Rouge, on monte toutes les vitesses jusqu'en 5e. La fausse courbe du début ne pose aucun problème. On la prend à fond en pleine accélération. Je passe la 5e au niveau du restaurant des Hunaudières. La vitesse ne se stabilise à 370 km/h que dans le dernier kilomètre avant la fameuse courbe à droite. Une très légère bosse masque la courbe. La courbe des Hunaudières se prend à fond. Après avoir visé la tangente à droite, il ne faut pas se laisser glisser complètement à gauche car il peut y avoir du gravillon à l'extérieur. Au cours de sa mise en appui, la voiture s'est légèrement freinée d'elle-même. Une bosse suit la courbe. On l'aborde à fond et au moment où la suspension se détend, on soulage l'accélérateur pour ménager la transmission.
Lorsque la voiture retombe et commence à se stabiliser, on est à 350 km/h environ. Il est alors temps de freiner pour le virage de Mulsanne. En 1986, un rond-point est construit à Mulsanne, ainsi que l'aménagement de la nouvelle zone de freinage. Le circuit est alors diminué de 98 mètres. À la fin de l'année 1990, la zone de panneautage de Mulsanne, qui est à votre droite, sera détruite. Chaque année, le vendredi avant la course, est organisé ici, entre Mulsanne et Indianapolis, un rassemblement de voitures d'exception, de passionnés de sport auto. Cela vaut vraiment le coup de s'y rendre, car vous pouvez déjà marcher à pied tout le long du circuit et prendre le temps de contempler les moindres recoins, mais aussi échanger entre passionnés et même rencontrer des pilotes. C'est ici que j'ai pu parler avec Eric et Larry l'année dernière. Vous avez aussi tout un tas d'animations et surtout des stands de miniatures du Mans assez rares. On vient juste de passer sous un panneau publicitaire, ces 4 panneaux ont été aménagés en 1999 de Mulsanne jusqu'au virage Porsche. Juste ici, avant le deuxième panneau, c'est ici que la Mercedes CLR de Peter Dumbrake s'est envolée. Un problème lié à l'aérodynamisme de la Mercedes où l'air s'engouffrait sous la voiture. Heureusement, le pilote n'a rien eu. Ici, on peut apercevoir les panneaux d'indication de virage qui ont été installés en 1989. Il faut savoir que le grillage que vous voyez sur le côté a fait son apparition en 1992 de Mulsanne à Arnage, aménagement qui a été exigé par la commission de sécurité. En 1978, c'est le déboisement complet de toute la zone intérieure des 2 courbes précédant le virage d'Indianapolis et la création des bacs à gravier à cet endroit. Si son environnement a subi de nombreuses modifications visant à optimiser la sécurité du public et des concurrents, ce spot est toujours plébiscité par beaucoup de passionnés. Blocage de roues, dépassement audacieux, touchette, l'action ne manque jamais dans ce virage en dévers. L'action peut aussi s'arrêter définitivement pour les concurrents comme en 2007 lorsque l'Audi R10 de Dindo Capello a perdu la roue arrière gauche. En 2016, un rond-point est mis en place pour supprimer à la circulation le stop du virage d'Arnage et fluidifier le trafic. Le virage d'Arnage, la bête noire de tous les pilotes bien que le virage le plus lent du circuit. Ce n'est pourtant pas une épingle mais un simple virage à angle droit, comme Indianapolis et à peine plus fermé que le Tertre Rouge. Alors pourquoi cette lenteur ? Tout simplement parce que le virage d'Arnage ne pardonne pas la moindre erreur d'appréciation. En face, pas d'échappatoire, tout au moins jusqu'en 2012 et la création d'un bac à gravier. C'est d'ailleurs la seule et unique modification apportée à cette portion, avec la modification de l'extérieur du virage en 2006, comme Indianapolis, le virage d'Arnage est resté dans son jus. On vient de passer juste à côté d'un endroit tristement célèbre. Sur votre droite repose une pierre à la mémoire du pilote Sébastien Enjolras, qui a perdu la vie au volant de sa WR pendant les essais du Mans 1997. Ça sera d'ailleurs le dernier accident mortel au Mans, jusqu'à celui d'Alan Simonsen en 2013. Chers passionnés du Mans, c'est ici que se termine cette petite balade sur ce circuit rempli d'histoire, juste avant les virages Porsche. J'espère que la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour un prochain tour, à très vite.